vous remercier les uns et les autres pour avoir préféré venir à la réunion publique que j'organise plutôt que de profiter de votre soleil dans le jardin. J'ai souhaité organiser une réunion publique dans chaque canton parce que je m'étais engagée, c'est ce que je mets dans mon tract, je m'étais engagée en fait à vous rendre compte de mon activité tout au long de mon mandat. C'est important pour moi d'informer les habitants de la 3e circonscription de ce que je faisais tant à l'Assemblée nationale, je dirais, que dans la circonscription. Alors ça, j'ai fait d'abord une fois au bout d'un an de mandat, et puis je l'ai fait, je dirais, continuellement avec mon site internet. Je crois que pour ceux qui sont abonnés, ils voient que j'enrichis très régulièrement avec un billet tous les 2 jours de l'information sur le site internet. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la newsletter, je vous invite à le faire si vous voulez naturellement recevoir de l'information. Bonsoir Claude. Bonjour. Et puis, donc ça c'est ma démarche, hein, c'est de vous rendre compte de mon activité. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que c'est intéressant pour moi en tant que député de pouvoir débattre avec vous, pouvoir faire un point sur vos préoccupations. Et puis, alors, quelles sont vos préoccupations, quels sont les sujets d'actualité que vous souhaitez débattre avec votre député, quels sont aussi les sujétions que vous pourriez avoir par rapport à mon action, par rapport à ce que je devrais faire sur le territoire, en particulier naturellement sur le territoire du pays courvillois, et puis quelles sont aussi les suggestions que vous souhaitez que je puisse remonter auprès du gouvernement. J'ai prévu en fait de faire un point sur l'information selon 3 axes. Un premier axe qui est quand même de rappeler les réformes au niveau national, ce qui a été conduit par le gouvernement et auquel, en tant qu'élu de la majorité, j'ai contribué, soit par mon vote à l'option nationale, soit par ma contribution au travail du gouvernement, par exemple dans le cadre d'une mission. Après, j'ai prévu de vous parler un peu de mon rôle de député au niveau de l'Assemblée nationale. C'est quelles sont mes missions à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que j'y fais. J'ai été élue députée, c'est pour être... Et le troisième axe, c'est mon rôle de député au niveau local. Sur quel sujet je suis intervenue au niveau local, pour la défense de quel projet, et quel est le rôle d'un député au niveau local. Et puis une deuxième partie qui sera le débat. D'abord, je voudrais rappeler un peu à vous tous qu'on se remette dans... Alors, je ne sais pas si vous avez pu entendre l'intervention de François Fillon, il se trouve que c'était aujourd'hui. Je ne savais pas qu'il y avait cette conférence de presse suite au séminaire du gouvernement. Mais je crois qu'important quand même de se rappeler le contexte dans lequel les pays occidentaux, en particulier de l'Europe et les États-Unis, sont depuis septembre 2008. On vit une crise financière et économique sans précédent, alors qu'on a été en fait élu, alors que le gouvernement a été élu en 2007 avec le mandat de moderniser la France. Je crois que c'est le mandat que les Français ont confié à Nicolas Sarkozy et au gouvernement. L'histoire nous a mis en fait devant un autre mandat en cours de route, qui était de faire face et de répondre à la pire crise financière et économique depuis les années 30. Et je peux vous le dire, c'est-à-dire que on va voir par des exemples concrets, c'est que ces 2 mandats, à la fois de moderniser la France et puis de faire face, ont été assumés avec courage par le gouvernement et avec des résultats concrets si on se compare, parce que je pense qu'il faut se comparer aussi, sortir juste, ouvrir nos yeux par rapport aux autres pays européens ou par rapport aux États-Unis. Ces actions ont été conduites avec succès par rapport, je dirais, à tout ce qu'on voit dans les pays européens voisins. C'est pas que moi, en tant que député... Bonsoir. C'est pas que moi, en tant que député UMP, qui le dit, hein, c'est l'OCDE par rapport au plan de relance. L'OCDE a dit notre plan de relance a été bien conçu, mis en œuvre rapidement, et il a ainsi permis d'amortir sensiblement les pouvoirs publics sont intervenus en temps utile et de façon décisive. Ce sont des faits.
je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça aussi c'est important quand même de se rappeler que nous avons défendu la mise en place d'un plan de relance par l'investissement. L'opposition devrait, je trouve, avoir l'honnêteté de reconnaître que le plan de la France a été bien dosé, alors qu'elle proposait une relance par la consommation qui aurait eu un effet dévastateur sur les finances publiques et qui ne marche pas. Ça s'est vu en 83. Alors, je le dis avec quelques chiffres quand même pour vous prouver que le plan de relance était bien dosé. En France, à cause du plan de relance et aussi à cause, faut être honnête, à cause de nos amortisseurs sociaux et notre protection sociale, on a eu une décroissance du PIB en 2009 de moins 2,6%, alors que la moyenne de la zone euro était à moins 4,1%. Et en 2010, on a une croissance supérieure à la moyenne de la zone euro. Donc non seulement on a moins décru, mais on croît plus rapidement. Bien sûr, la situation de la France n'est pas bonne aujourd'hui, c'est pas rose, on ne peut pas dire ça. Mais on est quand même obligé, pour pouvoir juger l'action d'un gouvernement, de se comparer par rapport aux autres qui ont vécu la même histoire, je dirais, que nous, c'est-à-dire cette crise mondiale. Je reconnais bien sûr qu'il y a des Français qui souffrent, il y a des Français qui ont perdu un emploi à cause de cette crise. Il y a une augmentation du chômage de plus 27%. Mais c'est moins qu'en Angleterre, plus 50%. C'est beaucoup moins qu'en Espagne, et heureusement. 99% en Espagne, et dans la zone euro, c'est plus 41%. Donc finalement, là encore, en matière d'emploi, on a mieux résisté que nos pays voisins. La France a fait face, et elle a fait face de façon très solide et très robuste par rapport aux autres pays. Il faut reconnaître que le gouvernement a été à la hauteur de cette crise, et ça, il faut le mettre à l'actif du couple Nicolas Sarkozy et François Fillon. Cette gestion, ça nous est reconnu au niveau européen, ça nous est reconnu aussi au niveau mondial. Moi, je suis toujours... Enfin, bien sûr, je ne vais pas me mettre à critiquer le gouvernement alors que je suis députée, c'est évident. Mais je trouve qu'il faut un minimum d'objectivité, et je trouve que les chiffres permettent de créer cette objectivité. Donc, après, je voulais vous... Donc ça, c'était simplement pour remettre en contexte, c'est-à-dire qu'on avait un mandat qui était le mandat de moderniser la France. Et on a eu cette crise qui nous a amené à un autre mandat qui était de faire face à la pire crise financière et économique de l'histoire. L'autre mandat qu'ont confié les Français au gouvernement, ça a été de moderniser le pays, et en particulier de s'attaquer à l'emploi. J'ai pris 3 thèmes en fait. 3 thèmes qui sont des thèmes qu'on pourra redébattre sur les sujets de gouvernement. Je voulais prendre l'emploi, parce que c'est un sujet de préoccupation numéro 1, redevenu sujet de préoccupation numéro 1 des Français. J'ai pris ensuite l'immigration, parce que c'est un sujet d'actualité et qu'il faut dire les choses comme elles se passent aujourd'hui en France. Et 3e thèse que j'ai souhaité aborder, c'est les finances publiques, pour voir où on en est et quelle est la politique en fait du gouvernement, ce qui a été fait de façon courageuse, et puis ce qui reste à faire, il faut aussi le dire. Alors, sur l'emploi, qu'est-ce qu'a fait ce gouvernement qui avait dit qu'il revaloriserait le travail? On a mis en place la défiscalisation des heures sup. Il y a 9 millions de Français, donc de salariés, qui ont bénéficié de cette mesure pour un gain net par personne de 400 € par mois. Voilà, ce sont des chiffres. C'est quand même un bénéfice important qui a été mis en place donc, pour revaloriser le travail. Deuxième chose qui a été faite sur l'emploi, c'est on part du constat en matière de chômage, qu'il y a des problèmes de chômage, et d'un autre côté, vous le savez, vous en rencontrez tous, il y a des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à recruter. Donc il y a un problème d'adéquation entre les personnes qui recherchent un emploi et puis les personnes qui recrutent. Donc ça s'appelle, c'est lié à la formation. Donc il y a 2 axes majeurs.
je ne cite pas tout ce qui a été fait, parce que sinon on ne retient rien. Mais il y a 2 axes majeurs, la valorisation de l'apprentissage, et tous les artisans ici savent combien c'est important. La valorisation de l'apprentissage, ça veut dire aussi qu'il y a une mesure qui a été prise très récemment d'exonération des charges sociales sur les petites entreprises recueillant des apprentis. Et le deuxième axe qui a été fait de façon importante aussi, c'est la réforme des universités. Pour vous dire, ça faisait 25 ans qu'on parlait de réformer les universités et de leur donner l'autonomie. Tous les gouvernements y avaient pensé, tous. Personne n'avait eu le courage de le faire. Pourquoi il fallait réformer les universités? Pour qu'ils puissent définir avec les entreprises des plans de stage, des plans de financement, des plans de formation en adéquation avec les besoins de l'emploi local. Aujourd'hui, on forme dans les universités des jeunes jusqu'en Bac+5 qui ne trouvent pas d'emploi parce que les formations et le quota de gens formés dans des filières données ne correspondent pas aux besoins de la France. Et pourquoi ça ne correspond pas aux besoins de la France? Parce que c'était dicté d'en haut, de façon de façon dogmatique, pas pragmatique, en mettant le recteur de l'université, je ne sais plus si ça s'appelle un recteur d'ailleurs, on va l'appeler directeur de l'université, parce qu'il va manager l'université. Le directeur, en lui donnant les moyens de gérer son parc immobilier, de gérer ses relations avec les entreprises, pour trouver des stages pour ses étudiants, pour développer une fondation, pour pouvoir créer en fait des systèmes de recherche, enfin des partenariats de recherche publique, privée, en fait en lui donnant simplement l'autonomie de développer son université. C'est ça qu'il fallait faire, et c'est ce gouvernement qui l'a fait. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'on oublie vite, mais on a eu une année épouvantable dans les universités françaises. Épouvantable. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des universités françaises qui n'ont pas fonctionné normalement pendant 1 an. C'était tellement urgent et tellement important de le faire que le gouvernement n'a pas lâché. Voilà, ça je pense que c'est important de dire que ça avait été pensé depuis 25 ans. Et bien ça a été fait, et ça s'appelle moderniser la France. Un dernier point sur l'emploi, donc je vous ai cité naturellement la revalorisation du travail sur les heures sup, l'apprentissage, la réforme des universités que je lie naturellement à l'emploi, parce que je vous dis, le problème de l'emploi en France, il est de 2 types. Il est peut-être en termes de... Alors le deuxième type, c'est compétitivité des entreprises, on va en parler, mais il est aussi d'adéquation en fait entre la formation des jeunes et le besoin des entreprises. Deuxièmement, on agit sur la compétitivité des entreprises. Là, il y a énormément de choses à faire. Ce qu'on fait, et ce qui a été fait, pris comme décision là, c'est de simplifier les démarches administratives des entreprises. Donc, de simplifier les papiers. Alors, il y a du boulot. Pour l'instant, c'est des décisions qui ont été prises et annoncées. Je sais que c'est pas en œuvre. Je sais que c'est pas en œuvre, mais quand ça a été annoncé la semaine dernière, il y a eu une décision de diviser par 2 le nombre de lignes dans un bulletin de salaire, ça fait faire des économies aux entreprises. Ça fait faire des économies en comptable, bien sûr, mais ça fait faire des économies aux entreprises. Quand on a décidé, tout simplement, alors ça c'est suite à une mission que j'ai faite pour le gouvernement, de ne plus durcir les normes européennes. Vous savez, en France, on a une réglementation... J'en vois un qui applaudit, mais oui. Mais on a l'habitude en France de vouloir être premier de la classe dans la réglementation. Qu'est-ce que ça fait directement sur l'emploi? Ça détruit de l'emploi. Ça détruit de l'emploi. Alors c'est toujours un bon prétexte. Hein. Il y a tout, forcément, si on fait ça, les gens qui décident ça, c'est pas des lois en général, c'est plutôt des décrets ou des arrêtés. Donc ça passe pas par le Parlement. Mais l'objectif, c'est en général de la protection de l'environnement, c'est de la protection sanitaire, c'est de la protection sociale aussi. C'est toujours un objectif qui est louable en soi. En revanche, il faut, quand on durcit la réglementation européenne, se dire qu'on détruit des points de compétitivité par rapport aux autres pays européens. Donc on détruit de l'emploi. Donc ce qui a été décidé, suite à la mission que j'ai faite, suite aussi au souhait de simplification qui a été lancé par le gouvernement, c'est de ne plus durcir les réglementations européennes quand on les transpose en droit français. Donc comme ça on se met au même niveau que les autres pays européens.
Alors, sauf exception, et si on fait des exceptions, on a une étude d'impact, c'est-à-dire qu'on mesure l'effet qu'aura la décision de prendre cette réglementation sur l'emploi, ce qui n'était jamais fait avant. Donc voilà, je vous donne quelques lignes pour vous dire ce qu'on fait en matière d'emploi. Il faut aussi vous rappeler que le chômage a baissé depuis 3 mois, et le chômage continue de baisser, donc ce sont de bonnes nouvelles. Donc ça veut dire qu'il y a un dynamisme économique qui repart lentement, qui repart plutôt plus vite que dans les autres pays européens. Le deuxième sujet au niveau national que je voulais évoquer avec vous, c'est rapidement l'immigration. Alors pourquoi? Parce que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet de préoccupation des Français, en particulier à cause des révolutions arabes qui ont eu lieu récemment, et les gens se disent, ben voilà, enfin, comment on va gérer la situation avec les immigrés des pays arabes. Donc, ce qu'on a fait, et on a un souhait, ça avait été annoncé dans la campagne, c'est maîtriser l'immigration et passer d'une immigration de regroupement familial à une immigration choisie. On assume pleinement cette politique. Ça veut dire en fait qu'on souhaite maîtriser les flux migratoires parce qu'on sait qu'on ne peut pas accueillir tous les gens qui veulent venir en France et bénéficier de notre niveau de vie, en fait, soyons clairs, de notre vie, de nos avantages sociaux. Et donc, on a fait plusieurs choses. Alors, premièrement, on a poussé l'adoption en 2008 au niveau européen, puisque c'est le niveau européen impact, interdisant les régularisations massives des sans-papiers. Donc ça, c'est pour éviter que les autres pays européens ne jouent pas le jeu. Donc, on a maintenant un pacte européen qui interdit les régularisations massives de sans-papiers. On a pris des dispositions concernant l'immigration familiale, c'est-à-dire que désormais les migrants pour motif familial doivent disposer d'un logement adapté pour accueillir la famille, doivent disposer d'un revenu et de ressources d'un travail, et s'engager à respecter les valeurs et les règles et les valeurs de la République, ainsi qu'apprendre la langue française. Les résultats, c'est que le niveau de l'immigration régulière est durablement stabilisé. Et ça, c'est pas illogique aussi, permettez-moi de le dire, c'est qu'on lutte contre l'immigration illégale. C'est illégal, donc c'est normal qu'un pays lutte contre l'immigration illégale. L'immigration illégale, ça veut dire que c'est des gens qui viennent sans avoir l'autorisation de venir dans notre pays. Donc on a reconduit depuis 2007 110 000 personnes à la frontière. Voilà, c'était important parce que je pense qu'il y a pas mal de gens parmi vous qui me posent régulièrement ces questions, qui se demandent ce qu'on fait. Le gouvernement a agi aussi dans le contexte européen, c'est-à-dire dans le cadre européen, pour mettre en place sa politique d'immigration, qui est une politique d'immigration choisie. Alors, ce qui m'a amusé là-dessus, quand même, parce qu'il faut quand même dire un peu les choses, c'est que l'autre jour, j'ai entendu Gérard Collomb à la télévision. Gérard Collomb, c'est le maire de Lyon. Vous savez, il soutient la candidature de Dominique Strauss-Kahn. Et il a commencé, le journaliste interviewé sur l'immigration, il a commencé à dire que bon de la politique d'immigration de Nicolas Sarkozy. Mais alors, par toutes les couleurs de l'essentiel, pour après décrire point par point la politique d'immigration qu'il préconise, c'était point par point exactement celle qu'on a mis en place. Je vous dis ça parce que moi je ne supporte pas les gens qui font croire qu'on est raciste, qu'on est naziste, qu'on est extrémiste, et qui finalement présentent, mais point par point, la politique d'immigration choisie qui est la nôtre. Donc moi j'assume pleinement cette politique-là, et je voudrais aussi que les gens, les opposants de bonne foi, ne critiquent pas une politique pour après dire que c'est celle qu'ils veulent mettre en place. C'est malhonnête, c'est simplement malhonnête. J'essaie de ne pas l'être malhonnête, je suis peut-être trop récente en politique, mais voilà.
Et le dernier axe que je voulais aborder concernant la politique nationale, en fait, c'est les finances publiques. Alors, les finances publiques, je voulais vous en parler, en fait, pour vous dire un peu où on en était, et puis pour vous dire ce qu'on a fait. Alors, où on en est comme vous savez, le déficit public a été aggravé de façon importante à cause de la crise économique qu'on a vécue en 2008-2009. Donc on avait un déficit l'année dernière qui était passé, ne nous voilons pas la face, de 50 milliards de déficit structurel à 145 milliards de déficit. Lié à deux choses, lié à la baisse des recettes, parce qu'on a eu moins de ressources d'impôts sur les sociétés, on a eu certainement moins de TVA aussi, on a eu donc moins de recettes au niveau de l'État, et puis on a eu aussi des dépenses d'investissement, donc le plan de relance qui nous a coûté de l'argent. Ce qu'on a décidé de faire, c'est déjà de réduire en une seule année, c'est-à-dire dans le plan de finances 2011, de réduire de 60 milliards. Donc on passe de 150 milliards de déficit à 90. C'est du jamais vu en France. C'est du jamais vu en France. Ça veut dire qu'on réduit drastiquement les dépenses publiques. Et alors, forcément, derrière ça, il faut faire des choix. Ça veut dire qu'il faut... on a supprimé des niches fiscales, ça vous le savez. On a arrêté des subventions qu'on avait mis en place dans le cadre du plan de relance. On continue la politique de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Ça veut dire en fait aussi que l'État est obligé de se recentrer sur ses fonctions essentielles. En revanche, ce qu'on n'a pas fait, parce qu'on nous dit que l'État arrête les subventions aux collectivités, ou arrête, enfin pas arrête, mais diminue. Non, ça on ne les a pas, on l'a pas fait, on a continué la même dotation aux collectivités que les autres années. Donc il faut aussi amener du réalisme dans ces données-là, c'est qu'on nous attaque sur certains points, mais non, ça c'est pas vrai. C'est que la dotation aux collectivités sont équivalentes à l'année dernière. Ça aussi, on l'avait jamais fait, on va continuer à le faire, et on a l'objectif que le déficit public rejoigne 3% du PIB en 2013. Donc ça veut dire aussi qu'on va, on va avoir une loi de finances compliquée à faire, mais je veux dire, c'est une exigence de bon management de l'État, c'est une exigence, je veux dire, c'est vraiment la façon dont il faut gouverner un État, c'est-à-dire de façon responsable pour la génération future. L'autre aspect qu'on a fait qui est extrêmement important, et je peux vous dire, personne ne reviendra dessus, c'est la réforme des retraites. Ça a été très difficile, c'est pas un choix facile de prendre la décision de passer l'âge légal de départ de la retraite de 60 à 62 ans. Ça fait plaisir à personne, mais c'était une absolue nécessité. Il y a des gens qui nous disent « ouais, en fait c'est injuste ». Mais dans ce cas-là, le système d'avant était déjà injuste. Premièrement, parce que qu'est-ce qu'on fait? On décale de 2 ans, 60 à 62 ans. Donc finalement, on reproduit le même système qu'avant. Sauf qu'on y a apporté un peu plus de justice, parce qu'on a reconnu que des femmes, quand elles étaient en congé maternité, eh bien, les trimestres de congé maternité pouvaient peut-être compter dans la retraite. Donc ça, on l'a mis en place. On l'a mis en place, et je peux vous dire que pour toutes les femmes qui ont... C'est souvent les femmes qui ont les carrières les plus interrompues. Et elles ont les plus interrompues pour 2 raisons. Les congés maternité, qui n'étaient pas comptés avant. Et aussi, les autres raisons, c'est que souvent, elles s'arrêtent pour s'occuper des enfants. Donc ça, en revanche, c'est pas possible de compter parce que c'est pas une période qui est comptée comme travaillée, alors que le congé maternité, vous le savez, on est indemnisé et est compté comme du temps de travail. Mais il n'était pas compté dans la retraite avant. Sur la réforme des retraites, il n'y avait pas d'autre réforme possible. On est passé à 41 ans et demi de durée de cotisation. Il y a des gens qui disent ce qui aurait été logique, c'est que tout le monde finalement cotise la même durée. Ouais. 44 ans, ok? Pour tout le monde. Ça veut dire que des jeunes qui font des études, les jeunes qui font des études aujourd'hui, je veux dire, ils travaillent dans leurs études.
Alors, s'ils font des études jusqu'à 24 ans, il faudrait qu'ils travaillent jusqu'à 68, sans trimestre arrêté, pour avoir une retraite à temps plein. Finalement, c'est pas forcément très juste non plus. Hein. Enfin, moi, je pense pas ça forcément très juste. Quand vous êtes en bac plus 4, vous travaillez, vous faites quelquefois des petits boulots pour financer votre logement et tout. Est-ce que ces gens-là, ils vont aussi apporter de la richesse à la France et les faire travailler jusqu'à 68 ans? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça soit plus juste que de travailler d'avoir 41 ans et demi de trimestre et que toute la population travaille jusqu'à 62 ans. Mais c'est un grand débat. Je sais bien. Il fallait trouver en fait 20 milliards. Et pour trouver 20 milliards, c'est vraiment le nombre de trimestres et les durées de cotisation, c'était pas la bonne solution. Sinon, on n'arrivait pas à boucler le budget. Donc ce que proposait en fait à 42 trimestres nos opposants, malheureusement, ça ne bouclait pas. Ça ne bouclait pas d'un point de vue financier, tout simplement. Je vous parle rapidement de mon rôle à l'Assemblée nationale, et puis après rapidement de mon rôle au niveau de la circonscription. Donc à l'Assemblée nationale, je suis vice-présidente de la Commission des affaires économiques. La Commission des affaires économiques, elle s'occupe de l'énergie, de l'industrie, de l'agriculture, des PME, de l'artisanat, du numérique, de l'urbanisme et du logement. Je me suis spécialisée sur, je veux dire, 3 sujets. L'agriculture, les entreprises et puis le numérique. J'ai été 4 fois rapporteur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un rapporteur? C'est le député qui est chargé d'étudier au fond la loi et qui le rapporte devant ses collègues dans l'hémicycle. J'ai été rapporteur du plan de loi importante, le plan de relance, ce qu'on a fait dans le cadre du plan de relance. J'ai été rapporteur de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. C'est ce qui a été créé pour les artisans pour qu'ils puissent protéger leur patrimoine. Avant, vous savez que enfin, les artisans, les commerçants sont souvent en entreprise individuelle. Et donc, si jamais ils font faillite, leur patrimoine personnel peut être est recherché par la banque pour couvrir les dettes. Là, ça permet de séparer, d'avoir une entreprise individuelle et de séparer le patrimoine personnel du patrimoine professionnel sans être obligé de créer une société. La troisième loi, c'est la loi de lutte contre la fracture numérique. Donc, vous savez, on est à peu près bien couvert sur le pays courvillois suite aux investissements de la communauté de communes en complément de ce qui avait été fait dans le cadre des départements innovants par le Conseil général. Mais il faut préparer l'étape future pour passer au très haut débit. C'est des enjeux économique, c'est-à-dire c'est la création d'emplois. Pour la France, le numérique représente 25% de la croissance. Le numérique, depuis 15 ans, c'est 700 000 emplois nets, c'est-à-dire déduits des emplois qui ont été détruits à cause de mise en place de nouvelles technologies. Donc, le fait de fibrer, le fait de mettre de la fibre, de passer au très haut débit, d'investir dans l'économie numérique, d'aller faire le data center à Fontaine-la-Guyon, du Crédit Agricole, de se mettre sur ces technologies-là, c'est de l'emploi pour la France de demain. Et donc, d'ailleurs, il faut aussi, au passage, avoir les formations qui correspondent à ces secteurs-là. Et c'est ma spécialité, donc, au niveau national. Le numérique. Et le 4e loi, c'est aussi dans le numérique, c'est le paquet télécom. Je vous fais grâce du contenu du paquet télécom, c'est très technique, c'est sur de la réglementation des opérateurs et des sujets en fait dans le déploiement des relations entre le régulateur, les opérateurs de télécommunications et les consommateurs. Voilà, j'ai eu une mission auprès du gouvernement, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour simplifier les réglementations applicables au monde de l'industrie. J'ai préconisé des choses extrêmement concrètes, toutes simples. Alors, je vous l'ai dit, on ne durcit pas les normes européennes quand on les traduit en France, sans mesurer l'impact sur l'emploi. Deuxièmement,
les entreprises doivent délivrer les chiffres qu'une seule fois à l'État. Une fois que l'État les a, charge à lui que tous les organismes d'État récupèrent l'information. Tous ceux qui sont chefs d'entreprise dans la salle, ou même les professions libérales, savent qu'on déclare à plein d'organismes différents, par exemple, les effectifs salariés d'une entreprise, le chiffre d'affaires. Alors après, c'est différents chiffres d'affaires possibles. Enfin, c'est sans nom. C'est très complexe. Et l'idée là, c'est de se dire, l'entreprise déclare une fois à l'État, et hop, à l'État de récupérer ses petits là où il veut, dans la forme qu'il veut, et ça fera gagner du temps. Et tout ce qui est gain de temps au niveau d'une entreprise, chef d'entreprise, c'est de la compétitivité. Donc ça veut dire que c'est de l'emploi. On préserve des emplois comme ça au niveau de chacun des territoires. Enfin, vous le savez, c'était sur le tract que j'ai distribué, mais de façon très générale, depuis cette mandature-là, enfin même depuis la fin de la mandature précédente, il y a une très grande transparence de l'activité parlementaire, beaucoup plus que pour tous les autres mandats. Même pas parlementaire, l'activité des députés. On est surveillé à la loupe. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'Assemblée nationale pour comparer les uns et les autres, de regarder les travaux des députés. Je suis active à l'Assemblée nationale, je suis présente, je m'investis et je défends le territoire de l'Eure-et-Loir. Je vais défendre les gens que j'aurais rencontrés, alors que ce soit à la joie, il y a un médecin, il y a des agriculteurs, il y a des gens qui me font remonter des informations de difficultés de fonctionnement et tout, savent que je suis disponible pour défendre au niveau national, que ce soit dans l'hémicycle ou que ce soit auprès des ministres, les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. C'est le boulot du député. C'est le boulot fondamental du député, c'est cette action au niveau national pour faire évoluer les choses et pour moderniser la France, pour accompagner en fait les réformes à mettre en œuvre. Le boulot le travail au niveau de la circonscription d'un député, il est de deux ordres. Il est en premier de mettre de l'huile dans les rouages pour toutes les personnes que je rencontre. Alors comme vous savez, j'ai 2 permanences, une à Nogent, une à Lucé. J'y suis à Lucé le lundi en général et à Nogent le vendredi. J'y ai des personnes en permanence, donc à Lucé et à Nogent-le-Rotrou. Et alors là, j'aide les collectivités qui viennent me voir, qui le savent, mais je les aide aussi quand ils me disent, alors c'était pas la collectivité, là en l'occurrence c'était un autre acteur, mais qui me disent, là ça coince, il faut appeler le préfet de région parce que y a la DRAC qui veut faire des fouilles archéologiques et vraiment là, ça va coincer et l'entreprise va partir en Belgique. Ça m'est arrivé aujourd'hui pour une entreprise qui veut s'installer à Luigny. Et le patron d'entreprise me dit, a priori on ne devait pas avoir de fouilles archéologiques dans ce territoire-là, et ça prend 3 mois, ça prend 4 mois, et ça met à mal un projet. Même s'il faut, notre passé est à préserver aussi, notre histoire aussi est importante, ce qu'on trouve dans les fouilles archéologiques est important, mais les présences et les emplois, c'est aussi extrêmement important pour nos territoires ruraux. Donc voilà, typiquement, je vais aider une collectivité comme ça. Je vais aussi aider des entreprises. Il y a une entreprise, donc alors c'est en l'occurrence le Crédit Agricole, qui s'installe, vous savez, qui installe tous ces centres informatiques à Fontaine-l'Aiguillon. Je présente par là-bas parce qu'il y a le maire de Fontaine-l'Aiguillon qui est là et qui s'est très largement investi sur ce projet-là pour le bénéfice de notre territoire. Donc là, il y a le Crédit Agricole qui me dit c'est catastrophique. Il y a la SNCF, on n'arrive pas à faire passer les lignes électriques sous les bois près d'Amilly. Il faut que vous interveniez, il faut que la SNCF se bouge, parce que là, ils nous annoncent des délais, mais nous, on peut pas. On peut pas parce que nos data centers qui sont répartis en région parisienne sur une dizaine de sites, il faut qu'on les ramène à une date donnée, que c'est des opérations qui se planifient 2 ans à l'avance, que les équipes sont prêtes, et que ça, c'était pas prévu.
Bon, le député, ça sert à ça, ça sert à appeler le secrétaire général secrétaire général de la SNCF, aussi en l'occurrence de Réseau Ferré de France, de RFF, de coordonner tout et puis les appeler tous les jours jusqu'à ce qu'on ait une décision. Donc voilà ce que fait un député aussi. Là, c'est pour l'emploi, en l'occurrence. À la fois l'exemple précédent, c'était l'emploi aussi. Qu'est-ce que ça fait d'autre? Ça reçoit aussi des associations dans sa permanence. Et là, ça peut être pour comprendre une situation particulière. Il y a des associations, par exemple, qui soutiennent des maladies rares. Il y en a une à Courville, enfin pas Courville, je crois qu'elle est à Landelle exactement, qui vient me voir. C'est pour comprendre la situation et faire remonter le problème au niveau national. Ça met aussi de l'huile dans les rouages dans des dossiers personnels. C'est vrai, vous le savez, un député, ça a un côté social. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui viennent me voir dans ma permanence qui sont désespérées, qui sont au bout de tout, qui ont des problèmes soit de logement, soit d'emploi, soit de surendettement. Et elles ont tout essayé, parce que quand elles viennent me voir, elles sont passées par l'assistante sociale, elles sont passées, alors les maires et les élus qui sont présents dans la salle le savent, et en général elles sont été aussi voir leur maire. Je ne peux pas souvent beaucoup plus que le maire, je le dis très honnêtement, mais avec le maire on peut se mettre ensemble pour essayer de convaincre le préfet de mettre à disposition un logement en urgence, de trouver des solutions au cas par cas. On n'a pas de baguette magique. Je suis honnête, on n'a pas de baguette magique, mais on a de l'énergie et de la volonté de faire avancer les choses, et c'est comme ça que je vois mon mandat sur le terrain, au niveau local, pour défendre les projets de notre circonscription. Et le deuxième axe du député au niveau local, c'est de faire venir le gouvernement sur place. Donc ça, je crois que je m'y suis occupée aussi, enfin, je me suis vraiment investie là-dessus pour que plusieurs ministres viennent dans la circonscription pour se rendre compte des difficultés sur le terrain. Alors, François Fillon est venu, lui c'était sur l'emploi, sur le développement économique et l'emploi. Bruno Le Maire est venu. Bruno Le Maire est venu en juillet 2010, l'année dernière, faire un point juste au moment des moissons. C'était juste avant la remontée des cours. Et je pense que c'était important qu'un ministre de l'Agriculture rencontre des céréaliers aussi, parce que à l'époque, si vous vous souvenez, la situation des céréaliers était pas celle d'aujourd'hui, parce que les cours étaient bas, ceux d'aujourd'hui, et c'était une façon pour lui de se rendre compte de la nécessité de défendre la mise en place d'une certaine régulation des marchés premières au niveau mondial. Donc il milite pour ça, il a convaincu de nombreux pays européens, en particulier l'Allemagne, de nous suivre. Il y en a qui ne sont pas convaincus, encore, mais c'est quelqu'un qui a une force de conviction chevillée au corps, Bruno Le Maire, qui ira jusqu'au bout de ses idées. J'ai fait venir aussi, vous le savez, Luc Châtel, pour la rentrée scolaire ici à Courville, Thierry Mariani sur un sujet extrêmement important pour tous ceux qui prennent le train à Courville le matin. Donc il est venu en février, le 3 février, et il m'a promis de revenir dans les 6 mois. Et je lui ai dit non, je préférais que tu reviennes 1 an après, parce que les problèmes, c'est surtout en hiver, et moi je veux mesurer la situation en février 2012 pour savoir si la SNCF a bien avancé dans ses démarches. C'est important pour notre territoire, la gare, parce que dans le pays de Courville, on vient de réaliser une étude sur l'eau, en fait, sur l'habitat. Et il y a toute une étude de territoire qui montre en fait que le territoire du pays courvillois est très attractif, et qu'il l'est aussi parce qu'on a un lien direct avec Chartres et puis Paris. Qui d'autre est venu? Laurent Wauquiez est venu, Hubert Falco. Laurent Wauquiez est venu donc pour les entreprises d'insertion, et Hubert Falco est venu pour l'aménagement du territoire et le déploiement du haut débit. L'important, c'est qu'un ministre vienne sur le territoire. Il y a 2 raisons. Il y a un, il se rend compte des besoins des populations, et en particulier de nos territoires ruraux, dans les différents sujets que je vous ai apportés.
Deuxièmement, c'est une façon pour le député de nouer des liens particuliers avec un ministre pour pouvoir faire avancer tous les autres dossiers après. Ça, je l'ai vécu, c'est-à-dire que si un ministre nous fait l'honneur de venir sur un territoire, il va pas n'importe où, il va dans les endroits où il se dit que le député, c'est un peu une reconnaissance pour nous qui viennent, et donc il choisit aussi les députés en fait qui sont actifs au niveau national. Et puis c'est un peu l'effet qui se coule en fait, c'est qu'après on a un accès beaucoup plus direct au ministre, beaucoup plus spontané, beaucoup plus... Il connaît, il est venu, on lui parle de tel endroit, il sait où c'est, on lui dit oh, bah, c'est à 15 km de là où il est venu, et ça rend la discussion très personnalisée, et ça permet de faire avancer de façon dynamique tous les sujets. Voilà, je ne veux pas être plus longue parce qu'après c'est beaucoup trop long, et d'ailleurs j'ai été trop longue. Vous avez compris que je suis passionnée par le mandat que vous m'avez confié, que j'ai à cœur de le faire bien, que j'ai à cœur d'être extrêmement transparente dans ce que je fais. Donc n'hésitez pas maintenant à me poser toutes les questions que vous voulez. J'espère que j'aurai des réponses à tout. Si j'ai pas de réponse à tout, bah, je les note, je prendrai vos coordonnées, puis je vous les donnerai après. Mais vous voyez, j'ai vraiment à cœur de faire vivre ce territoire, de le faire vivre au niveau national et de le faire vivre au niveau local, avec tous les élus. Je crois que je travaille bien avec quasiment tous les élus du territoire. Je dis quasiment, mais c'est pas forcément ma faute si ça se passe pas bien avec certains. Vraiment. C'est-à-dire que je le fais sans aucun sectarisme, parce que on a besoin de toutes les énergies de chacun pour développer nos territoires ruraux. C'est pas toujours facile, on le sait. C'est pas toujours facile de maintenir des services publics, mais si on s'y met tous, moi je suis sûre que ça fait avancer les projets, ça fait donc avancer aussi l'emploi, ça fait avancer la richesse d'un pays, de notre pays chartrain, du pays perche. Voilà, avec passion. Merci. Bon, maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est de vous entendre, vous. Qu'on se donne un peu de temps pour débattre de tous les sujets de préoccupation, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient nationaux ou locaux. J'aurais une question sur, j'en ai plusieurs, enfin j'en ai une surtout en ce moment, on va parler de l'Union européenne. L'Union européenne a inventé le truc, il fallait que les rivières recoulent comme il y a 20 siècles. Donc sur la Blaise, il y a deux petites femmes qui ne savent pas ce que c'est qu'une rivière, qui sont venues, et qui ont dit à Fontaine-Méricourt, le point le plus bas, il se trouve à cet endroit-là, donc la rivière, il faut la remettre là. Je ne sais pas si l'État en ce moment a de l'argent à dépenser à retracer des rivières. Attendez, le problème c'est que les vannages sont ouverts tout l'hiver, depuis 5 ans. On est en année de sécheresse. La source de la Blaise, je prends l'exemple de la Blaise parce que je la connais très bien, la source de la Blaise est à l'étang d'Ambière. Les berges se cassent la figure parce qu'il n'y a plus d'eau pour tenir les berges. Mais en plus de ça, en ce moment, il n'y a plus d'eau dans la rivière parce que l'étang d'Ambière, il était empli. Il était tenu à un niveau minimum pendant l'hiver, mais dès qu'il y avait de l'eau qui tombait, ils ouvraient. Quand ça tombait, après ils remontaient le niveau et sans arrêt. Donc on arrivait au mois de mars avec une réserve d'eau dans l'étang. Cette année, l'étang est vide, la rivière est vide. Et on va nous dire de ne plus irriguer, de plus servir de l'eau. Et c'est comme ça sur toutes les rivières. Mais ce que ne savent pas les gens, quand vous fermez un vannage sur une rivière, nous on l'a fait en plein été, on a fermé un vannage pour irriguer un herbage. Et bien une source 2 km plus bas s'est mise à couler. Donc si on emplit les rivières, on emplit les sources. On emplit les tourbières. Moi j'avais un pré l'hiver, je ne pouvais pas y aller avant en voiture. Même pas en tracteur, même pas à pied des fois. Maintenant il y a plus d'hiver, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Et c'est comme ça pour toutes les rivières. Sur le sujet des profits des rivières et tout ça, et de tout ce que vous dites sur les pratiques, je ne suis pas spécialiste. Et en revanche, j'ai très bons spécialistes en Eure-et-Loir. Mais alors, sur le fait qu'il y ait des... en général, c'est des agents de l'ONEMA dont vous parlez, de la police de l'eau. Donc là, on est dans le cas où il y a une directive européenne qui est assez compliquée. Ah si, on est obligé d'appliquer les directives européennes. Non. Si. Mais en revanche, mais en revanche, on n'est pas obligé de les durcir, c'est ce que je disais. Et deuxièmement,
on n'est pas obligé d'être plus, enfin j'allais dire plus royaliste que le roi, parce que c'est l'expression qui me vient en tête, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a des marges de manœuvre sur ces directives européennes que l'administration française, et en particulier dans la police de l'eau, n'utilise pas. Donc ça, il y a un travail de fond qui est fait aujourd'hui avec des associations au niveau de la préfecture d'Eure-et-Loir. Moi, je fais remonter ce problème parce que il y a à mon avis, et puis je l'ai vu là dans le Sage du Loir, il y a des choses qui sont aberrantes, donc il faut relever les aberrations et pas les laisser faire. En revanche, on a aussi des très belles avancées dans le domaine environnement, donc il faut aussi que certaines pratiques qui étaient faites avant, en particulier dans le domaine de l'assainissement, n'aient plus cours. Donc c'est d'autres sujets, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout jeter d'un coup. C'est-à-dire qu'il faut amener un peu de bon sens, un peu de pratique, un peu de pragmatisme par rapport à certain autoritarisme d'une administration qui a envie d'appliquer la directive de l'eau de façon très autoritaire et sans dérogation. Donc ça, c'est nos rôles d'élus. Je peux vous dire que très régulièrement, sur ce sujet-là, je sollicite le préfet et je remonte au niveau national, c'est-à-dire je sollicite la ministre. Et puis, de façon générale, il faut aussi reconnaître qu'en matière d'environnement, il faut aller dans le bon sens en matière d'assainissement, il faut aller dans la matière aussi de population des espèces sauvages. Enfin, voilà. Il y a un juste équilibre à trouver entre le laisser-faire d'il y a quelques années par rapport à l'environnement et l'extrémiste que je qualifierais d'idéologique et qui n'est pas juste par rapport aux besoins de la nature qu'on peut trouver auprès de certaines personnes. Voilà. Mais la rivière, ils auraient suivi la rivière à pied. À l'endroit où elles veulent la dévier, il y a un gué qui a 10 siècles. Il y a 10 siècles. Si les moines et les gens qui ont travaillé là, puisqu'il y avait un monastère au-dessus de Saint-Jacques, qui ont travaillé là, ils ont fait des vannages, c'est pour avoir de l'eau. Si vous laissez couler l'eau, vous l'avez plus. Il y a des siècles des travaux de régulation, je ne vois pas au nom de quoi des illuminés. Mais c'est bien ce que je dis là. Ah oui, mais je suis d'accord avec vous. N'empêche que... Maintenant je ne veux pas prendre le cas de la Blaise parce que je ne le connais pas. Je suis vraiment dans le cas où il ne faut pas d'extrémistes idéologiques, mais il ne faut pas non plus un laisser-faire qu'on avait il y a 30 ans en matière d'environnement. Voilà, il faut ramener du bon sens, du pragmatisme, avec toujours en ligne de mire qu'il faut laisser une nature propre pour les générations futures. Voilà. Et vous savez, c'est comme les histoires de... Je peux pas parler du cas de la Blaise, je le connais pas. Mais Nord, c'est le même. Voilà, pardon. Sur le cas de Nord, c'est non, mais ça, c'est pas ça. Alors, vous me dites c'est partout, c'est pour que les poissons qui sont migrateurs, c'est l'Europe qui dit ça pour que les poissons puissent remonter les cours. Oui, mais ça... Et pas chez nous. Sauf qu'on les démonte les vannages, c'est le même problème ici. Non, il faut... Et ça touche l'agriculture. Mais c'est ce que je dis au préfet, c'est ce que je dis avec des associations, c'est qu'il faut peut-être adapter les vannages, ou il faut regarder ce qui se passait avant, mais les vannages, ils ont leur utilité sur les rivières, c'est évident, c'est une évidence, voilà. Oui, mais si on vous dit ça, le lendemain qu'on les fiche par terre, quand ils sont fichus par terre, qui va les payer pour les repères? Mais venez me voir, je défends. Alors sur ce sujet-là, je vous assure que le préfet, parce que c'est lui, c'est au niveau du préfet que ça se décide, a le pouvoir d'utiliser des dérogations et le préfet est très pragmatique sur ces sujets-là. Tous les préfets d'ailleurs, le troisième que j'ai depuis que je suis élue, ils sont tous dans une logique beaucoup plus pragmatique que certains... mais vous avez des fonctionnaires qui vous disent c'est comme ça, les élus viennent dans une commission, puisque les fonctionnaires leur ont bourré le crâne, ils leur ont dit c'est comme ça que ça doit être, et bien même les élus arrivent à adopter des principes qui sont tout à fait débiles. Parce qu'on leur Moi, je suis à votre disposition. On va parler d'autre chose, si vous voulez, on prend la nappe de Beauce. Qui c'est qui a appris aux géologues comment marchait la nappe de Beauce? C'est les agriculteurs de la Beauce qui ont montré comment fonctionnait la nappe et ils faisaient bloquer la flotte alors qu'ils ne connaissaient pas comment elle fonctionnait. C'est quand même dommage que ce soit des gens qui n'ont aucun diplôme qui montrent comment marche l'eau souterraine. Non, là, je suis désolée, Jean-François Robert, et quand même, hein,
super expert de la nappe de Beauce, il est agriculteur aussi, mais on ne peut pas lui retirer ses compétences. Et il a... alors, il y a eu deux sujets sur la nappe de Beauce. C'est qu'il a vraiment formé le préfet Jean-Jacques Brault sur ces sujets-là. On a eu des dérogations dans les lois, peut-être pas suffisamment, je suis d'accord, par rapport à la réalité et par rapport au pragmatisme. Mais je peux vous dire, il y a eu une bataille entre le préfet de département et le préfet de région et l'État, c'est-à-dire le ministère, sur ce sujet-là, parce que grâce aux agriculteurs et grâce à Jean-François Robert. Voilà, il y a des agriculteurs qui veulent aussi peut-être dire, mais mais bon, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais ça montre la difficulté aussi de moderniser la France et de réformer la France. Parce qu'en fait, il y a par exemple, là, en l'occurrence sur la police de l'eau, des gens qui se sentent investis d'une mission, mais qui peut aller à l'encontre, en fait, d'un pragmatisme que veulent les élus, et que veulent les élus sur le territoire. Donc ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait à force de conviction, à force de négociation avec les différentes entités qui sont le préfet et les ministres, pour convaincre de mettre un petit peu de souplesse et un peu de pragmatisme dans le système. Mais regardez, on donne des dates pour les vannages. Hein? Ça ressemble à quoi administrativement? C'est beau de donner des dates, mais quand il ne tombe pas d'eau depuis janvier et qu'on laisse les vannes ouvertes, bon, et s'il en tombe de trop à la même période, les dates restent les mêmes. Sur ce sujet-là, mettez-moi un petit mot, parce que vraiment, sur le sujet des aberrations liées aux directives de l'eau, je commence à avoir mal pile, mais objectivement, après j'arrive à avoir gain de cause pour des dérogations possibles. Voilà. Mais que les députés, dans leur ensemble, fassent une motion contre les prises de position de l'Europe. On ne règle pas. Il y a qu'à raser les polders aussi, puisqu'ils sont depuis... Je note parce que c'est... je pensais pas qu'on parlerait d'eau ce soir. Mais je note, on va passer à un autre sujet parce que je pense qu'il y a d'autres préoccupations, mais je note bien que c'est un sujet... C'est pas que l'eau, c'est la bêtise européenne qui nous poursuit sans arrêt. Et comme on a non, la bêtise européenne, attendez, il y a des bonnes choses. Hein. Heureusement qu'on a l'euro. Hein. Attendez. Oui, heureusement qu'on a eu l'Europe et que l'Europe a été là en matière de crise économique pour éviter. Alors, c'est pas en France, mais on peut se dire que si jamais il nous arrive quelque chose en France... Ça peut venir. Non, parce qu'on maîtrise les dépenses publiques. Mais il n'y a pas encore en déficit. On a baissé... Vous avez écouté. Mais c'est pas encore ça. Oui, c'est pas encore ça. On va continuer à baisser. Mais sachez... Ce que je veux dire quand même, c'est que ça n'a jamais été fait en France. Mettez-le au crédit de ce gouvernement. Oui. Mais quand on opte sur des principes carrés, ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux, c'est pas une façon de diriger ça. S'il y en a besoin, il y en a besoin. S'il n'y en a pas besoin, il n'y en a pas besoin. Mais pourquoi on aurait beaucoup plus besoin de fonctionnaires? Il y en a peut-être trop, mais c'est pas qu'il y a 20 ans. Pourquoi? C'est pas 1 sur 2, ça doit être X en trop, c'est X en trop. Mais c'est pas 1 sur 2 comme ça. Mais ça revient à redire, mais c'est exactement pareil en fait. Mais non, mais parce que dans la loi de finances, c'est un nombre de... Dans la loi de finances, oui et non. Parce que c'est aussi simple à comprendre, ça veut dire aussi qu'on en remplace 1 sur 2. Il y en a 1 sur... Enfin, c'est assez simple aussi d'avoir des concepts de communication que les gens puissent comprendre. On a recruté massivement des fonctionnaires depuis les années 80. Massivement. Est-ce que, objectivement, tout un chacun d'entre vous... Non, les gens ne servent pas à rien. J'ai entendu ça. C'est faux. Les fonctionnaires... Alors, les fonctionnaires ont tous leur mission. Et tous ceux avec lesquels je travaille, je trouve qu'ils sont compétents. C'est pas le sujet. On n'est pas du tout sur ce sujet-là. On est sur un sujet de besoin d'économie de l'État. Donc on est en train de regarder, est-ce que, on a quand même mis de l'informatique en place depuis les années 80 dans la fonction publique, on va continuer à moderniser, on a amené de la productivité, est-ce qu'il n'est pas normal de réduire le nombre de fonctionnaires, en fait, en amenant de la productivité dans le fonctionnement de l'État, sans pour autant baisser le niveau, finalement, de prestations perçues par les personnes. Est-ce que vous trouvez individuellement que vos relations avec l'État se sont
détériorée. Moi, excusez-moi, je trouve que la CAF répond mieux qu'avant, l'URSSAF répond pas mieux qu'avant. Je parle par rapport à il y a 30 ans. Hein. Quand j'étais jeune mariée, on n'arrivait pas à rejoindre la CAF. Bon, ça fonctionne plutôt mieux au niveau de service. Voilà. Donc on est capable, on est tout à fait capable de le supporter et de maintenir un niveau de service de qualité qui est d'ailleurs envié dans les autres pays, c'est-à-dire que le service de l'État et le service qui est rendu par les fonctionnaires est un service de qualité, c'est un point fort de la France, mais on est capable de le faire. Je veux parler d'un sujet un peu crucial à l'heure actuelle. Donc on a eu le problème du nucléaire au Japon, et puis j'ai vu dernièrement que l'Allemagne veut s'offrir une virginité en arrêtant ses centrales nucléaires, mais qu'est-ce qu'elle vient de faire à l'instant? Elle vient de racheter 17% de plus de sa production, mais à la France. L'Italie, la même chose, et l'Espagne. Ça veut dire que nous, les Français, en fait, on a des belles centrales nucléaires, qui fonctionnent très bien d'ailleurs. Alors les autres à côté s'achètent une virginité en achetant notre électricité nucléaire. C'est quand même un peu stupide. Alors Angela Merkel est superbe en disant moi je vais être propre, mais elle l'achète chez nous. C'est quand même pas le cas. C'est un problème politique pour Angela Merkel. Moi, je vois que ça fait de la balance commerciale. Donc, moi je vois. Je suis bien d'accord, mais vis-à-vis des écologistes, c'est quand même sympa, parce qu'on va dire les Allemands sont propres, les Italiens sont propres, les Espagnols sont nickel, et puis nous, les Français, on est des coquins. Alors, je voudrais sur le nucléaire. Sur le nucléaire, on sait, le gouvernement s'est engagé et pousse au niveau, pour que ça soit fait complètement au niveau européen, à avoir un débat complet avec la population sur le nucléaire. Après un audit de sécurité fait par un organisme indépendant, bien évidemment, de toutes les centrales françaises. En particulier des tests de vieillissement, des tests de crash d'avion, des tests d'attaque terroriste, des tests de tout ce que vous voulez, pour voir en fait si on a un scénario de risque nucléaire en France. C'est la moindre des choses d'ailleurs vis-à-vis de la population française, ça a été demandé par tous les bords sur l'Assemblée, et c'est sûr. Donc là, ça va être fait. Après, on va en tirer les conclusions de cet audit. Et le gouvernement là-dessus sera un gouvernement, comme il a été sur tous les autres sujets, responsable. Et en matière de sécurité nucléaire, on a voté une loi, je ne sais plus si c'est 2005-2006, qui amène une transparence accrue vis-à-vis de la population en matière de sécurité nucléaire. Notre loi est la plus protectrice, donne le plus d'informations transparentes au monde. Donc on est en fait dans une organisation d'État autour du nucléaire qui est déjà est enviée par les autres pays en matière de transparence, en matière de sécurité, en matière de rôle des industriels, de l'État et de deux agences qui sont l'IRSN et l'ASN. Donc l'agence de sûreté nucléaire, et puis l'IRSN c'est l'Institut de recherche nucléaire. Donc ça c'est important à rappeler quand même. Maintenant, après on va en tirer cet audit et de ce débat des conclusions. Il est possible qu'une centrale soit arrêtée en France parce qu'on estime qu'elle est trop vieille et elle ne passe pas certains tests. 2, j'en sais rien, 0, je ne sais pas. Mais c'est évident que l'État, le gouvernement sera responsable. Après, il n'est pas question non plus de remettre en cause notre production d'énergie nucléaire, qui est, c'est pas une énergie renouvelable, mais c'est une énergie propre. Bien sûr. Voilà. Et donc, je veux dire, tant mieux pour la balance commerciale de la France, parce qu'on en a vraiment besoin, si on vend l'électricité aux pays étrangers. Moi, je trouve que c'est malhonnête d'Angela Merkel vis-à-vis de son pays, très bien, mais c'est son problème politique. Je veux dire, on s'occupe... Ça fait un peu sourire quand même. Oui. Parce que les Allemands sont là à se vanter de plein de choses. Et par exemple, chez nous, ce qui est un peu embêtant aussi, c'est qu'on nous a des énergies renouvelables, mais à chaque fois qu'on veut faire pousser des éoliennes et monter du photovoltaïque, à l'heure actuelle, un maire ne veut pas de son éolienne parce que c'est trop loin de chez lui, l'autre ceci, alors que on a un domaine maritime impressionnant et on n'a jamais tenté de le mettre dans le domaine maritime. C'est un peu il y a le plus grand projet d'Europe lancé sur le... Non, on n'est pas en retard. Sur l'éolien maritime, on est en avance, en l'occurrence. C'est pas encore installé, mais on est en avance par rapport aux autres pays. Sauf le Danemark. Sauf le Danemark.
À titre d'information, je peux vous donner la production d'électricité par charbon. J'ai reçu ça tantôt, là ça vaut le coup. Avec 1 tonne de charbon, l'énergie du charbon ne produit que 39% d'électricité. Ah ouais. Alors quand on les met dans les lignes électriques, résultat, il en arrive 2% chez le consommateur de l'énergie du charbon. 2%. Pour la pollution que ça fait, c'est énorme. Alors franchement, si vous mettez des lampes en station, vous allez quand même descendre à 5%. C'est une catastrophe. Dans le domaine sur l'énergie, quand même, il faut bien voir que la stratégie qu'on a eue en France de production d'électricité par l'énergie nucléaire a permis d'avoir une électricité 40% moins chère en France qu'en Allemagne ou dans les autres pays. 40%. Dans les débats de pouvoir d'achat des Français, je veux dire, on ne peut pas se passer aujourd'hui dans la situation économique de la France de cette énergie-là. Donc, il faut assurer la sécurité, fermer les centrales qui doivent l'être après audit si nécessaire, mais c'est clair que on est vraiment dans une situation où on a un avantage à la fois économique pour nos industries, et tant mieux parce qu'on a aussi des handicaps en matière de compétitivité, et donc aussi pour toutes les personnes, pour vous, pour moi, d'acheter une électricité moins chère qu'ailleurs. Si on mettait en tout renouvelable, ça serait beaucoup plus cher. Alors, on parlait tout à l'heure de l'emploi et des fonctionnaires, mais le système qui est mis en place, là, c'est quoi? Parce que il faut du personnel pour gérer ça. Et on va donner à Pierre, à Paul, et on ne donnera pas à Jacques. Est-ce que sur l'augmentation du tarif des carburants, alors où on en est? Est-ce que c'est parti ou... Moi je ne comprends pas, parce que là c'est encore créer de l'emploi pour des fonctionnaires. Mais c'est compliqué le système. Parce que le carburant, et est-ce que les taxes à ce moment-là, puisque là au fur et à mesure, ben, c'est l'État qui prend une bonne partie, est-ce que là il n'y a pas un plafonnement à faire? Et puis comme ça, ce serait tout de suite fait et beaucoup plus simple. Excusez-moi, j'ai arrêté ça. Le plafonnement des taxes, il est fait. C'est-à-dire, c'est pas parce que le baril augmente que les taxes augmentent progressivement. Sauf la TVA. Sauf la TVA, mais ça, c'est... voilà. Sinon, le prix du baril, vous le savez, il est c'est lié au marché mondial du pétrole. Les situations tendues dans les pays arabes ont fait exploser le prix du baril depuis, depuis le mois de janvier à peu près. Si on sort de cette crise-là, il est vraisemblable, comme on l'a vécu d'ailleurs il y a à peu près 3 ans, on a vécu aussi une hausse à peu près au même niveau du prix du baril, et c'est redescendu après. Donc on voit que c'est des marchés extrêmement fluctuants, qu'il est difficile de réguler pour un pays. Enfin, c'est impossible de réguler pour la France. Non, c'est pas. Ce qui va pas, c'est les marchés des matières premières. Aux États-Unis, ils ont du pétrole à ras-bord et ça tout le met. Donc le pétrole, il devrait baisser. C'est les marchés financiers qui le font monter. Il a perdu 10 $ dans la semaine. Là. Et j'en ai parlé. C'est pas normal ça. C'est comme les marchés premières. On en a parlé pour les produits agricoles. Et la même chose pour toutes les matières premières, que ce soit le cuivre, que ce soit le pétrole. Voilà. C'est de la spéculation. Il y a de la spéculation mondiale sur les marchés des matières premières. La France seule ne peut rien. Donc la France, sur ces sujets-là, a porté dans le cadre du G8 et du G20 la problématique du prix des matières premières face aux autres pays. On a la présidence, c'est quand même nous qui le portons, donc on a bien analysé aussi la situation, d'essayer de porter ce message-là. Mais objectivement, moi je ne vais pas vous mentir non plus, c'est des messages, c'est des sujets extrêmement compliqués de remettre en place des régulations des marchés, des matières premières. Donc on va voir à la suite du G8 ou du G20 les conclusions qui vont être prises pour savoir s'il y a des premières étapes de franchie et de concertation entre les différents pays pour arriver à une certaine régulation des matières premières. Moi je trouve essentiel que des prix qui sont liés à la sécurité alimentaire et des prix qui sont liés à de l'énergie, pas forcément toutes les matières premières, mais des biens essentiels de matières premières qui sont celles-là, qui drainent à la fois
la sécurité alimentaire et toute l'économie en fait d'un pays, ça puisse être régulé. Maintenant, c'est un débat mondial, donc c'est entre les acteurs G8, G20, ça se discute, c'est quand même la France et le président de la République qui a décidé de l'inscrire à l'ordre du jour. Et toutes les hausses de pétrole énormes comme on a eu là font baisser le PIB dans les 6 mois qui suivent de tous les pays. Il y a une conséquence économique dans les 6 mois qui suivent. Non, non, c'est statistique. Je pourrais vous les envoyer si vous voulez. Oui, enfin, pour l'instant, ça fait peut-être baisser la croissance, mais on a prévu une croissance du PIB en France en 2011. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on a une croissance du PIB cette année en France. Oui, mais là, d'ici 6 mois, avec la hausse du pétrole... Oui, mais au total, quand même, c'est pris en compte dans les statistiques, il y aura un PIB croissant à la fin de l'année. Et justement, est-ce que vous ne trouvez pas que le discours libéral ou ultralibéral qu'arrive à ces dérives d'un capitalisme qui aborde, enfin, je trouve que le système financier, vous avez parlé de crise économique, c'est pas une crise économique, c'est une crise financière, bancaire. Non, j'ai d'abord dit crise financière et crise économique. Ouais, mais enfin, au départ, ça part d'une crise bancaire et financière, oui. Et on continue, enfin moi je suis scandalisé, on continue à les laisser faire, à dire c'est le libéralisme, il faut laisser faire, et ces gens-là nous pourrissent la vie, et quand je vois que des États en sont à arriver à être dépendants, des peuples sont dépendants de notation de 3-4 agences de notation, notamment américaines, enfin, je trouve ça vraiment injuste, et c'est pas viable. Un jour on va leur dire dégage, enfin, je sais pas si on peut se rendre compte, l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de nos têtes, imaginez que la dette de la France, on passe note A-, là c'est la catastrophe. Quoi. Surtout les agences de et c'est honteux, enfin, on a dit les politiques peuvent plus rien. Est-ce que si je vous connais, je sais que c'est pas votre avis, vous allez vous battre, mais on ne peut pas laisser ça. Moi, ce que j'entends à longueur de journée, c'est que la France va mal, que le président fait pas ci, fait pas ça, et tout. Non, mais je sais que c'est pas ça, vous dites, mais simplement pour prendre un peu de recul, et après je réponds à la question qui est plus une question d'économie et de relations internationales. Le président qui a mis ça sur la table, quand même, c'est le nôtre. Hein. Donc, et ces sujets-là de régulation des marchés financiers, de régulation des marchés financiers, des marchés des matières premières, de nécessité de remettre un petit peu de police ou un petit peu de contrôle du système, c'est l'autre. Alors, il y a des nouvelles directives bancaires qui sont mises en place au niveau européen actuellement pour justement apporter plus de contrôle. Il faut absolument que le système de dérive qui a eu lieu avec des agences de notation qui ont été forcément à un moment complices d'une situation, parce que voilà, ça soit remis à plat complètement. C'est-à-dire qu'il faut que les États puissent avoir à un instant donné une image claire du fonctionnement des systèmes financiers. Bah, oui, pour pas que ça puisse surpasser. Et qu'il y ait des interventions possibles quand il y a des dérives comme celles qu'on a connues en 2008. Donc avec des financements non finançables en fait, et qui fait que tout un château de cartes tombe par terre, et ça mène quand même la faillite d'une banque, Lehman Brothers. C'était inimaginable. Donc ce système de contrôle, il y a une directive européenne bancaire qui est en train de la mettre en place, donc elle va se décrier, ça a des avantages et des inconvénients. Des inconvénients. Parce qu'en fait, ils veulent plus de capitaux propres, donc en fait, ils disent aux gens, on vous prête, mais c'est plus à 100%, c'est 30% d'apport personnel. Voilà, alors, c'est-à-dire que ça va forcément, aussi, il faut regarder les conséquences, hein, c'est-à-dire que ça va durcir les réglementations qui sont appliquées aux banques, ça va, j'espère, sécuriser le système, mais pour moi, il faudra toujours muscler les organismes de contrôle. Je pense qu'aujourd'hui, les organismes de contrôle ne sont pas suffisants parce qu'on aurait dû voir les organismes de contrôle et tirer une sonnette d'alarme, un peu comme les histoires du nucléaire, en fait, finalement. Hein, alors, les enjeux ne sont pas les mêmes, parce que le nucléaire, c'est directement les hommes qui sont visés. Mais là, c'est tout le système qui est visé. Et donc, ça va mettre des contraintes en plus dans les banques, et forcément, ça va durcir l'attribution des crédits, des financements de l'économie, donc des crédits pour l'entreprise, des crédits pour les particuliers. Et donc, il va y avoir un temps, certainement, où ça va ralentir la croissance dans les pays qui seront concernés. Mais c'est une absolue nécessité.
Oui, mais les agences de notation qui critiquent en ce moment, qui mettent des mauvaises notes à la Grèce, à l'Espagne, mais aux banques qui ont fait faillite et aux banques qui ont créé les subprimes, ils n'avaient jamais baissé la note et ils le savaient très bien. Ils étaient très bien au courant de ce qui se passait. C'est bien ce que j'ai dit. Et ceux qui se sont permis de dénoncer en France, il y a une chronique qui existe en France, là, qui est bien faite, économique, qui le dénonçaient, se sont fait traiter de gauchistes 2 ans avant. Non mais attendez, c'est... Alors que tout le monde savait que ça existait, sauf nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Je pense que le discours ultralibéral n'est pas le discours actuel, en tout cas, de la politique du gouvernement. Ah non, non, non. Et de toute façon, ça n'a jamais été non plus le discours de la France. Par historique, le gaullisme n'était pas ultralibéral. Enfin, il n'y a jamais eu ce discours-là en France. Par contre, il faut reconnaître que ce que fait le gouvernement à l'heure actuelle est très courageux. Quand on voit les alleux-creuses qu'on a eues ces derniers temps, on peut dire que ça a bougé beaucoup. Tout le monde s'est emballé sur les lauriers. Et heureusement, en fin de compte, le gouvernement actuel a fait quelque chose. Et sans être méchant, heureusement qu'on a eu ce gouvernement lors de la crise économique. Parce que je ne vois pas une Ségolène ni une autre. On aurait été beau. On aurait été plutôt mal. Hein. Sans être méchant, il faut reconnaître qu'il s'est bien battu. Et c'est vrai que je dirais que même il est bientôt plus européen que français. C'est parce qu'il a... Non, mais il n'avait pas le choix. Hein. Et heureusement qu'il était là. Je reconnais qu'importamment, financièrement parlant, aussi. Ça serait bien que ce soit là encore 4 ans de plus. Oui, mais malheureusement, je crois qu'à l'heure actuelle, il y en a tellement qui s'occupent à le démonter que, évidemment, c'est facile. On en parlera l'année prochaine de ça. Il fait ça le boulot, c'est sûr. On en parlera l'année prochaine. Moi, je suis plutôt sur une discussion de bilan, de la situation actuelle, la partie 2012. C'est pas encore tout de suite. Hein, mais on va en parler avec plaisir, mais un peu plus tard. Suzanne, et puis Pierre. Moi, Suzanne. mon système d'alarme, c'est le domaine médical sur Courville. Notre médecin traitant à nous qui était, écoute, c'est la circonscription de l'Eure, je parle de notre secteur. Qu'allons-nous devenir? Donc moi, c'était en complément, c'est pas consulté. Il y a Pierre derrière. Mais Pierre, 50 plus. je voulais demander quand des mesures vont être prises sur le plan national pour éviter que les médecins qui arrivent s'installent tous là où il y a le soleil ou le bord de mer. Pourquoi il n'y a pas une obligation comme les pharmaciens d'installation? Il y a des pharmaciens partout, sauf que nous, on va plus avoir de spécialistes dans certains domaines. Quand on a mal aux yeux, il faut qu'on attende 6 mois, alors que dans certains secteurs, On parle là. Moi non, mais le problème c'est qu'on en trouve une population. Moi, là, je suis en train d'étudier une proposition de loi qui est écrite par Philippe Vigier. Donc, il est souvent. Vous voyez, on travaille ensemble avec plusieurs axes d'incitation, en fait, pour pouvoir avoir une meilleure répartition des médecins sur le territoire. Le premier axe, c'est d'abord, bien sûr, par rapport aux nouvelles façons d'exercer la médecine qu'ont les jeunes médecins, c'est de mettre en place des maisons médicales. Donc ça, c'est des projets de territoire. Il y a un projet de maison médicale sur le territoire du pays courvillois, donc entre Courville et Fontaine-le-Guyon. Donc ça, c'est lancé, alors on n'a pas encore le schéma et tout ça, mais c'est décidé, quoi. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut que les jeunes fassent des stages dans ces maisons médicales auprès de médecins. C'est-à-dire qu'il faut revaloriser aussi les médecines générales et les médecines de ville, en fait, pour pouvoir susciter des vocations. Or, aujourd'hui, ils n'ont pas ces obligations de stage. Troisièmement, c'est pas des obligations. Si, ça fait partie du cursus. Mais ils font quoi? Ils font 3 mois? Ils font 6 mois. Alors, ils font 1 an. Alors, ils le fassent, non. Alors, l'obligation que met Philippe, c'est de le mettre dans des territoires sous-dotés. C'est qu'on les oblige à faire des stages. Ça existe déjà. Je continue, non, parce que c'est pas dans des territoires sous-dotés. Mais ça fait 15 ans que je suis maître de stage. Les étudiants n'ont pas d'obligation d'aller dans des territoires sous-dotés. Pour remplacer, il faut avoir fait un stage chez le généraliste. Oui. Pour être généraliste. Ça dépend d'un territoire où il y a Et après, c'est pour... Non, mais ils aillent dans un territoire où il y a un médecin.
C'est des petites choses, mais bon. Moi, je vous dis. C'est bien, c'est bien. Je veux dire, j'ai pas changé d'avis par rapport à 2007 là-dessus, donc je vais vous le dire franchement, c'est que, et ça croise peut-être la liberté d'installation, mais je trouve que le conventionnement, c'est quand même l'État qui le donne. Tout à fait. Et donc, je suis favorable à conventionner des médecins là où on en a besoin. Exactement. Voilà. Si un médecin veut aller à Nice, bah il y va, mais il n'est pas conventionné. Et il aura peut-être une clientèle. Il fera peut-être payer parce qu'il y a peut-être des gens, il sera peut-être super, machin. Mais voilà. Donc moi je suis favorable à ça. On n'arrivera pas autrement. Mais alors, bon, en attendant, on ne va pas laisser, parce que ça, si on met ça en place, ça va mettre un certain temps pour avoir ses effets. Parce qu'à partir du moment où on dit ça, il ne faut pas non plus changer les règles pour les étudiants qui sont en école de médecine. Ça, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que du jour au lendemain, eh ben, vous changez les règles. Donc quelqu'un qui a fait des longues études, ils sont déjà en 7e année, et hop, on change la règle, ils sortent. Ils avaient prévu toute une installation et tout ça, puis on a changé la règle en cours de route. Donc moi, je suis assez favorable à ce qu'on dise les choses objectivement aux médecins, aux jeunes qui rentrent en médecine. Ben voilà, vous allez être conventionnés, et puis les territoires qui vont être ouverts, ça va être Courville par exemple, ça va être le Perche, ça va être différents endroits. Et puis c'est super de venir à Courville, il n'y a pas de problème. Mais on le dit aux jeunes. S'ils ne se sentent pas cette vocation-là juste au bout d'être médecin, les jeunes promotions, voilà. Promotion après c'est ce que je dis. Promotion, c'est tout. Donc ça veut dire que c'est une échéance progressive, c'est-à-dire dans 8 ans. Mais il faut le faire. Il faut le faire, c'est évident. Et en attendant, on fait ce qu'on est en train de faire à Courville, ce qu'on fait dans d'autres territoires, c'est-à-dire qu'on va recruter des médecins étrangers. C'est pas génial, hein. C'est pas génial. Alors, il y a le problème du numerus clausus, mais le numerus clausus a augmenté. On peut continuer à l'augmenter, mais objectivement, si on augmente le numerus clausus sans changer le mode de conventionnement, ça ne réglera pas le problème. Il faut aussi se regarder les choses en face. Voilà. Il faut faire il y a eu des médecins français que d'aller chercher des médecins roumains. Je suis complètement d'accord. C'est quand même pas normal. Complètement d'accord. Il faut que ce soit incitatif. Ça c'est Kouchner qui avait fait. Que ce soit incitatif, il n'y a pas d'autre méthode. Mais je crois, malheureusement, toutes les méthodes incitatives ont été essayées. Si vous les découragez. Non. Un médecin, combien il est obligé de passer le temps administratif maintenant? Alors ça, je suis d'accord, il faut simplifier ça. Et tous les métiers qu'on a besoin, qui ont une réelle fonction de service, eh bien, ils perdent les 3/4 de leur temps à l'administratif. Une entreprise qui a 5 ouvriers, le patron ne peut plus travailler. Alors, c'est ce que j'ai. C'est un axe majeur de. Alors là, c'est vraiment un axe majeur de travail qui a été lancé depuis 1 an par le gouvernement, qui est la simplification. Ça porte. Je suis aussi élue régionale au niveau de l'Union régionale des professions de santé catégorie infirmière. Ce mois-ci, enfin le mois dernier, il y a eu une conférence régionale et qui évoquait au niveau des médecins une autre problématique, c'est que 96% des médecins, des étudiants, veulent être salariés et seulement 4% généralistes. Et ça, c'est une problématique qui rend le fait l'impossibilité de couvrir le territoire. Donc il faut trouver des solutions, tout le monde en est conscient, puisque la conférence de territoire dit bien que c'est une des axes majeurs, c'est l'accès aux soins pour tous, et donc incitation, c'est mieux rémunéré salarié que libéral. Oui, en libéral, actuellement, là, si un jeune qui s'installe, s'il investit son cabinet, sa maison, il faut qu'il fasse dans les 35-40 actes jour. Au bout de 3-4 ans, il pète un plomb. Moi, je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est plus rentable, c'est moins rentable que CP. C'est quand même un élément important. C'est pourquoi les médecins ne peuvent même plus financer eux-mêmes leur maison médicale et demandent aux collectivités de le faire. Parce qu'on ne peut plus. C'est aussi un problème économique. Il faut bien le dire et en parler un jour ou l'autre. Pour avoir 1 euro, on a mis 2 ans. Hein. C'est ridicule, le président l'a reconnu lui-même, hein, mais ça fait 20 ans que ça dure.
Quand on voit qu'un plombier qui ça peut pas continuer comme ça. On en avait parlé ensemble, il faut changer le système de rémunération d'ailleurs, et c'est toujours pas fait. Non. Enfin, s'il n'y a que 4% de médecins qui sortent par an, c'est tellement peu pour l'ensemble de la région. Enfin, et encore, il y a aussi le reste dans la région. Là, mais attendez, on a un enjeu. Enfin, moi, je me souviens très bien, hein, les sujets que j'avais pris en 2007, je les ai encore en tête. J'ai l'emploi, j'ai la valorisation du travail, et derrière ça, il y a aussi. Il faut aussi dire aux gens de travailler, c'est bien, c'est nécessaire, que c'est épanouissant, que voilà, ça il faut dire. Je sais pas. Bon, alors, derrière ça, je modère pas les problématiques de chômage qu'on a. Mais il faut aussi rendre attrayant les choses, de dire aux jeunes, aux enfants, à l'école et tout ça. Voilà, il faut travailler, il faut gagner sa vie, il faut revaloriser le travail, il faut créer de l'emploi. Je peux vous dire, dans mon temps de député en circonscription, j'ai oublié de vous dire, j'ai visité 80% des entreprises de plus de 20 salariés du territoire. C'est une préoccupation majeure. C'est pas pour aller connaître les chefs d'entreprise, c'est à la main des salariés, c'est parce que quand ils ont un problème, ils m'appellent maintenant. Ils m'appellent et j'ai, que ce soit à Herbie, à la Loupe, que ce soit à Métalor, à Hélier, que ce soit les uns et les autres, quand ils m'appellent, je les aide et j'aide pourquoi? Pour maintenir l'emploi sur le territoire. Et l'autre sujet que j'avais choisi aussi majeur, c'est la santé. Alors là, je suis déçue parce que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau local, alors il y a quelques maisons de santé qui se profilent. Il y a celle de la Loupe qui va sans doute ouvrir à l'automne. Il y a la maison de santé, les décisions sont prises pour Courville. Pour Illy, on a déjà une. Mais sur le reste, ça n'a pas bougé aussi vite que je voulais. Ça, c'est sûr. Et là-dessus, on a un vrai chantier devant nous encore. Un chantier de modernisation, de réflexion, d'apporter en fait le service de santé qui est souhaité par la... C'est pas suffisant. Mais non, on est d'accord. Un élément. On est d'accord. C'est essentiel. La numerus clausus, les maisons de santé, le côté économique, la cotation des actes qui date de 45. Enfin, c'est aberrant ça. Vous savez que ça va être simplifié prochainement, heureusement, parce qu'on a un bon ministre qui est Bertrand, là c'est un mec super. Mais vous savez qu'une personne qui veut rentrer en maison de retraite, alors les gens font des demandes partout parce qu'il n'y a pas trop de place. Il faut 5 dossiers, 6 dossiers. Vous nous avez ça, il faut 5 à 10 minutes par dossier pour remplir ça. Un dossier unique. Non, puis ça devrait être informatique. Oui, mais l'exercice, c'est ça. 30% de la journée, c'est ça. Alors les jeunes, ils ne veulent pas faire ça. Ils viennent en stage chez nous, ils disent « T'as un beau métier, c'est super, j'adore la façon dont tu travailles. » Ils disent « Moi, je ne veux pas faire ça. » Voilà, c'est tout. Alors les stagiaires qu'on a, moi j'en ai depuis 15 ans, ils me disent « C'est le plus beau métier du monde, on ne veut pas faire. » Parce qu'il y a trop de contraintes comme ça. Et ça devrait être supprimé. J'espère rapidement, parce qu'ils sont en pleine discussion là-dessus. Mais il faut aller très vite. Hein. C'est entendu. C'est entendu. Je sais, mais ça marche bien, là. Ça marche bien. Enfin bon, on a eu du mal. Quand on avait Mme Bachelot, on a eu beaucoup de mal. Hein. Voilà. Ça, ça a perdu 4 ans. Hein. Tout est cher. S'il vous plaît. Alors, on va prendre deux, trois questions, puis après on va arrêter. Vous avez abordé le transport à la SNCF. Moi, je suis usagée. 11 ans, je suis dans les juniors quand même. Hein. Mais le ministre est venu, mais je trouve qu'il n'est pas venu rencontrer les personnes qui sont le plus concernées par tout ce qui est retard. Alors, il a quand même rencontré, alors il ne vous a pas rencontré vous, mais il a rencontré quelqu'un qui est dans la salle, qui le prend tous les jours, matin et soir. Il a rencontré aussi une personne de la Loupe qui le prend le matin et le soir. Moi, je le prends une fois par semaine, mes enfants le prennent tous les jours, le train. Donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vous écoute, mais il aura rencontré quand même des gens qui sont directement concernés, qui attendent dans le froid à la gare de Chartres, pour le retour par exemple, parce que c'est aussi dans des conditions... Il y a à la fois le retard, il y a l'information des voyageurs et il y a la façon dont sont traités les voyageurs. Quand on est dans des wagons à 4, quand on est dans des trains à 4 wagons au lieu de 8,
Encore dans le point Courville, on a un petit peu plus de chance que ceux qui le prennent à Chartres et après. Mais c'est un ballon. Et donc il va revenir. Je lui ai demandé de revenir. Il m'a dit, j'avais dit 6 mois. Mais je lui ai dit, c'est pas intéressant que tu reviennes en juin ou en août, parce qu'en général, ça va toujours un peu mieux pendant cette période-là. Hier, j'ai pris mardi dernier, un quart d'heure de retard. C'est pas très grave, un quart d'heure. C'est en retard. Mais moi, tous les soirs, tous les matins. C'est épuisant. C'est épuisant. Ce matin, 57 Donc je souhaite qu'il revienne en février. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que depuis qu'il est venu, j'ai reçu à nouveau Madame Lemieux, qui est la directrice régionale de la SNCF, et j'ai eu le secrétaire général de la SNCF qui s'appelle Monsieur Volant. Parce que je veux en fait, l'important, c'est qu'ils continuent à mettre la pression sur eux, que le ministre mette la pression pour que finalement, après tout, moi je suis là pour défendre mon territoire, je suis là pour vous défendre, vous m'avez élu pour ça. Donc ce qui se passe ailleurs, bien sûr ça me préoccupe, mais moins que ce qui se passe ici. Donc je veux qu'ils se préoccupent de cette ligne en priorité. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire, parce qu'après, moi personnellement, je ne peux pas résoudre le problème. Le matériel qui est en panne, voilà. Mais la SNCF a pris par exemple des dispositifs de louer du matériel à d'autres régions pour le parquer à Chartres, pour que quand il y a un matériel en panne, ils en aient un à la place, une loco, pour remplacer celle qui est en panne plus rapidement. Donc voilà, je leur ai demandé aussi de changer leur modèle de statistique qui ne représente strictement rien. Ils mesurent les trains qui arrivent en retard. Alors, ils ne mesurent pas les trains qui sont supprimés, et surtout, ils ne mesurent pas les voyageurs qui arrivent en retard. Ce que je veux dire, c'est selon l'heure à laquelle le train circule, il y a plus ou moins d'impact sur les personnes, en fait. Donc je leur ai dit, votre rôle, c'est pas de faire circuler des trains, c'est d'amener des voyageurs à l'heure, là où ils veulent aller. Mais ça, c'est une révolution culturelle, donc bon, il faut un peu de temps, mais voilà. Et je le fais aussi avec une association des usagers. J'ai assisté à une réunion dans cette salle avec le vice-président de la région chargé de la SNCF et la SNCF. Il ne considère un train en retard qu'au-delà de 6 minutes de retard. Mais même, ça à la rigueur, moi je veux bien. À la rigueur, mais le problème, c'est pas ça, c'est que les trains supprimés, ça veut dire que la personne, elle prend le train suivant. Donc s'il est 20 minutes plus tard, même si le train suivant est à l'heure, donc dans la statistique SNCF, il est à l'heure, la personne, elle a eu 20 minutes de retard. Je parle avec 5 minutes, mais au final, on arrive avec un quart d'heure. Ils arrivent, ils regardent ce qu'ils calculent, c'est l'heure d'arrivée à Paris. Oui. C'est par rapport à l'heure d'arrivée à Paris. Quand ils marchaient au charbon, ils étaient à l'heure. Est-ce qu'il y a encore une question? Est-ce qu'il y a encore une question? Oh, pardon. Oui. De titre, je voudrais parler, ce qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est les quotas. Dans le foot, dans le racisme, je ne suis pas FM. Hein. Il est vrai qu'en ce moment, le foot a eu un gros problème et qu'on est en train d'en remettre un autre par-dessus, qu'on n'avait pas besoin. Mais il est vrai quand même qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'étrangers dans les clubs de foot, dans les équipes de France, dans ce qu'on voulez, même un peu dans la France, si on veut. Moi, j'ai eu, il y a 1 an et demi, j'ai demandé, ma fille était repartie en pharmacie, j'ai demandé pour qu'elle fasse elle a demandé pour qu'elle fasse un BE dans le sport et tout, elle a demandé un CIF à son employeur, alors il fallait qu'elle trouve un employeur pour faire ça et une école, elle a trouvé l'école, elle a trouvé l'employeur à la commune de Saint-Georges, et on lui a dit non, c'est pas accepté, donc j'ai essayé de savoir pourquoi, et quand j'ai téléphoné, on m'a royalement dit au téléphone, les personnes prioritaires sont les repris de justice et les gens de banlieue. Les gens de banlieue, c'est qui? En majorité. Alors après, c'est sur des postes... non, mais c'est des postes spécifiques, c'est-à-dire que c'est des postes qui sont aidés par l'État pour favoriser l'insertion des personnes. On avait tout à l'heure quelqu'un qui s'occupe d'une entreprise d'insertion, et donc il y a des financements pour aider certaines personnes qui sont plus éloignées du travail que d'autres pour trouver un emploi. Alors ça
ça a des effets pervers, si vous voulez, dans certains cas, mais il faut aussi que, globalement, on reconnaisse que les personnes handicapées ont beaucoup plus de mal à trouver un emploi qu'une personne valide. Voilà, donc c'est le genre de... Alors, c'est pas des quotas, sur les personnes handicapées, il y a des quotas, il n'y a pas de... En revanche, sur des personnes qui disent, comme vous dites, des personnes de banlieue, c'est une priorité qui est donnée dans certains types de postes avec certains types d'aides. En revanche, il n'y a pas plus que ça. Les quotas, l'affaire du football, c'est vraiment de la manipulation journalistique. Hein. Oui. Soyons clairs. C'est pas la première et ça sera pas la dernière. Manipulation journalistique. Et je trouve que c'est proprement scandaleux sur des sujets pareils. Sur des sujets qui touchent à l'humain, qui touchent à voilà, je trouve ça scandaleux. Comme ils ont le papier pour écrire. Et la deuxième chose, c'est pour les entreprises qui dégagent beaucoup de bénéfices. On veut qu'ils en donnent aux employés. C'est bien, mais est-ce qu'il ne faudrait pas penser sur un fonds commun pour en donner aux gens qui n'ont pas de 13e mois? Je pense notamment dans la restauration, dans les PME, qui n'ont pas de 13e mois, et qu'on va redonner déjà de l'argent à des gens qui touchent les meilleurs salaires, c'est-à-dire peut-être même qui n'ont pas des gros salaires, mais qui touchent des 13e mois, des primes, et ceux à côté qui ne touchent rien. Aujourd'hui, on a combien de gens qui sont charcutiers, boulangers et tout ça, qui ont été travailler en usine parce qu'ils ne voulaient pas travailler chez nous parce qu'ils étaient mal payés. Ils sont partis travailler en usine. Aujourd'hui, l'usine a fermé, ils sont au chômage. Ils ont des diplômes de boulanger, de charcutier, de cuisinier, tout ce que vous voulez, mais ils ne vont pas prendre une place, ils ne veulent plus y aller. C'est fini. Ils ne sont pas payés, ou mal payés du moins. Ils sont mal payés, ils travaillent quand les gens sont de bonne heure le matin, tard le soir, le dimanche, et on leur donne des salaires peut-être un peu mieux maintenant. Depuis que la TVA a passé à 5 classes, je suis pas là. Si j'étais à ce moment-là, moi, j'étais pas. Mais est-ce que c'est pas ces gens-là, quand même, avec l'argent qui est gagné par les grosses sociétés qui dégagent beaucoup d'énergie, est-ce que c'est pas ces gens-là qu'il faudrait quand même aider? Alors, les sociétés qui gagnent beaucoup de bénéfices, elles payent aussi beaucoup d'impôts sur les sociétés. Et avec l'impôt sur les sociétés, on finance toute la protection, on finance le budget de l'État. Bon, elles ont aussi des salariés qui financent la protection sociale. En fait, donc c'est un peu un raccourci d'essayer d'imaginer des systèmes comme ça. Le personnage le fruit de son travail, en fait, aussi. Alors, vous voyez qu'un cuisinier, il a travaillé aussi. Ça, c'est à voir avec son employeur. Moi, je suis sur ces sujets-là. Sur ces sujets-là, je trouve, mais je trouve, voilà, c'est la convention collective, c'est plus on aura de possibilités d'avoir des négociations au niveau des branches, plus ça sera adapté à la situation des entreprises, plus on sera sûr d'être dans quelque chose d'équilibré pour l'emploi. Parce qu'il faut voir qu'il y a des branches économiques qui se portent bien, qui sont capables de financer des salaires plus importants à leurs salariés, puis des branches économiques qui sont plus en difficulté par rapport à des compétitions internationales. Et dans ce cas-là, il y aura peut-être moins de dynamique de salaire dans ces branches-là. On a aujourd'hui quand même un socle commun dans toutes les entreprises qui est le SMIC, valorisé en fonction du coût de la vie, qui va avoir un coup de pouce sans doute au mois de juillet, là, parce qu'on reconnaît par exemple avec la hausse des matières premières que les gens en ont besoin, même si quand on fait toutes les études de pouvoir d'achat, ça a été dit ce matin par François Fillon, il y a eu une augmentation. Mais moi je suis assez favorable à ce que ces négociations se passent au niveau des branches, parce que c'est ce qui collera le mieux. Maintenant, il faudrait aussi que les syndicats professionnels, tous, prennent en compte cette nécessité d'associer les salariés et de redistribution. Et ça, on a des discussions qui sont au niveau national compliquées avec les syndicats professionnels. Enfin, les syndicats professionnels, j'entends MEDEF, CGPME, enfin, oui, les syndicats de patronat, pas les syndicats professionnels, les syndicats de patronat. Mais il faut aussi qu'ils avancent dans cette démarche-là. Et dans ce cas-là, si ça se décline par branche, ça sera bien plus efficace que si c'est une loi unanime qui s'applique à tous les secteurs. Bien plus efficace pour l'emploi, en fait, et pour la richesse de la France. Et après la richesse de la France, ça se répartit quand même aujourd'hui. On a un système de répartition de la richesse qui est très fort par toute la protection sociale qui est mise en place en France.
par rapport à d'autres pays. On fait quand même beaucoup trop d'assistanat maintenant. Avec tout ce que les aides qu'on donne aux gens, il y avait vraiment avec les aides que les gens, quand j'étais dans l'activité, il y avait des gens qui me disaient, moi je vais arrêter de travailler parce que j'ai pile poil mon quota d'heure, je vais aller aux ACD, je retourne aux ACD, je vais quand même pas faire mon allocation logement, je vais pas faire plein de choses, et en fin de compte, c'est bourse pour les gamins et tout. Alors maintenant, c'est ce que disait Louis. Écoutez, on a quand même mis en place un système qui est un système qui fait que les gens sont vraiment, celui-là qui a par exemple entre 1 000 € et 1100 €, il ne va pas aller trop travailler. Il sait très bien qu'il va travailler juste pile poil le nombre d'heures qu'il faut pour continuer à être aux ACD. On a fait là-dessus, c'est vrai. C'est vrai, mais il y a aussi... On attend d'émigrer chez nous parce qu'ils viennent, c'est formidable, le social chez nous, c'est avec tout les lettres. Attendez, maintenant on contrôle, c'est ce que je vais expliquer. C'était comme ça, c'est pas vous qui l'avez fait. Non, mais là-dessus, ce qui est extrêmement important de voir, c'est qu'on passe d'une immigration familiale à une immigration choisie. On a mis en place des systèmes de maîtrise de l'immigration, donc on est dans un chemin de responsabilité vis-à-vis de cette situation-là. L'autre chemin de responsabilité, c'est la mise en place du RSA. D'essayer de mettre en place tous les systèmes pour faire en sorte que les personnes aient envie et aient intérêt de retourner travailler. Il y a aussi quand même, il faut le dire, il y a quand même des gens aussi qui cherchent un emploi qu'on ne trouve pas. Oui. Il y a aussi, et ceux-là, il faut les... Non, mais je suis bien d'accord, non, mais on est bien d'accord, mais il y en a vraiment, moi j'ai... Ceux-là, ils ont besoin d'être aidés d'un point de vue financier. Bon, écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Merci pour votre présence. Et s'il y en a 4 ou 5 d'entre vous qui ont la grande gentillesse de m'aider à remettre les tables comme elles étaient, ça serait formidable. Ah, il y a Séverin. Ah non, mais Séverin, c'est... Hubert me demande si Carla elle est enceinte et si ta mère est un scoop. Alors...